2024 de l'origine et de l'usage de la monnaie. La division du travail, une fois généralement établie, chaque homme ne produit plus par son travail que de quoi satisfaire une très petite partie de ses besoins. La plus grande partie ne peut être satisfaite que par l'échange du surplus de ce produit qui excède sa consommation contre un pareil surplus du travail des autres. Ainsi, chaque homme subsiste d'échange et devient une espèce de marchand. La société elle-même est proprement une société commerçante. Mais dans les commencements de l'établissement de la division du travail, cette faculté d'échanger dut éprouver de fréquents embarras dans ses opérations. Un homme, je suppose, a plus d'une certaine denrée ne lui en fout, tandis qu'un autre en manque. En conséquence, le premier serait bien aise d'échanger une partie de ce surplus superflu et le dernier ne demanderait pas mieux que de l'acheter. Mais si par malheur celui-ci ne possède rien d'autre, rien dont l'autre ait besoin, il ne pourra pas se faire d'échange entre eux. Le boucher a dans sa boutique plus de viande qu'il ne peut consommer. Le brasseur et le boulanger en achèteraient volontiers une partie, mais ils n'ont pas autre chose à offrir en échange que les différentes denrées de leur négoce. Et le boucher est déjà pourvu de tout le pain et de toute la bière dont il a besoin pour le moment. Dans ce cas-là, il ne peut y avoir lieu entre eux à un échange. Il ne peut être leur vendeur. Ils ne peuvent être ses chalands. Et tous sont dans l'impossibilité de se rendre mutuellement service pour éviter les inconvénients de cette situation. Pour éviter les inconvénients de cette situation, tout homme prévoyant, dans chacune des périodes de la société du travail, dut naturellement tâcher de s'arranger pour avoir par devers lui, dans tous les temps, outre le produit particulier de sa propre industrie, une certaine quantité de quelque marchandise qui fût, selon lui, de nature à convenir à tant de monde que peu de gens fussent disposés à la refuser en échange du produit de leur industrie. Il est vraisemblable qu'on songeât pour cette nécessité à différentes denrées qui furent successivement employées. Dans les âges barbares, on dit que le bétail fut l'instrument ordinaire du commerce. Quoique ce dût être un des moins commodes, cependant, dans les anciens temps, nous trouvons souvent les choses évaluées par le nombre de bestiaux donnés en échange pour les obtenir. L'armure de Diomède, dit Homère, ne coûtait que 9 bœufs, mais celle de Glaucus en valait 100. On dit qu'en Abyssinie, le sel est l'instrument ordinaire du commerce et des échanges. Dans quelques contrées de la côte de l'Inde, c'est de la morue sèche. En Virginie, du tabac. Dans quelques-unes de nos colonies des Indes occidentales, on emploie le sucre à cet usage. Et dans quelques autres pays, des peaux ou du cuir préparé là. Enfin, il y a encore aujourd'hui un village en Écosse où il n'est pas rare, à ce qu'on m'a dit,
de voir un ouvrier porter au cabaret ou chez le boulanger des clous au lieu de monnaie. Cependant, des raisons irrésistibles semblent, dans tous les pays, d'avoir déterminé les hommes à adopter les métaux pour cet usage, par préférence à toute autre denrée. Les métaux, non seulement ont l'avantage de pouvoir se garder avec aussi peu de déchets que quelque autre denrée que ce soit, aucune étant moins périssable qu'eux, mais encore, ils peuvent se diviser sans perte en autant de parties qu'on veut, et ces parties, à l'aide de la fusion, peuvent être de nouveau réunies en masse, qualité que ne possède aucune autre denrée aussi durable qu'eux et qui, plus que toute autre qualité, en fait les instruments les plus propres au commerce et à la circulation. Un homme, par exemple, qui voulait acheter du sel et qui n'avait que du bétail à donner en échange, était obligé d'en acheter pour toute la valeur d'un bœuf ou d'un mouton à la fois. Il était rare qu'il pût en acheter moins, parce que ce qu'il avait à donner en échange pouvait très rarement se diviser sans perte. Et s'il avait eu envie d'en acheter davantage, il était, par les mêmes raisons, forcé d'en acheter une quantité double ou triple, c'est-à-dire pour la valeur de 2 ou 3 bœufs ou bien de 2 ou 3 moutons. Si, au contraire, au lieu de bœuf ou de mouton, il avait eu des métaux à donner en échange, il lui aurait été facile de proportionner la quantité du métal à la qualité précise denrée dont il avait besoin pour le moment. Différentes nations ont adopté pour cet usage différents métaux. Le fer fut l'instrument ordinaire du commerce chez les Spartiates, le cuivre chez les premiers Romains, l'or et l'argent chez les peuples riches et commerçants. Il paraît que, dans l'origine, ces métaux furent employés à cet usage en bord informe, sans marque ni empreinte. Aussi Pline I nous rapporte, d'après l'autorité de Timée, ancien historien, que les Romains, jusqu'au temps de Servius Tullius, n'avaient pas de monnaie frappée, mais qu'ils faisaient usage de barres de cuivre sans empreinte pour acheter tout ce dont ils avaient besoin. Ces barres faisaient donc alors fonction de monnaie. L'usage des métaux dans cet état informe entraînait avec soi deux grands inconvénients. D'abord, l'embarras de les peser, et ensuite, celui de les essayer. Dans les métaux précieux, où une petite différence dans la quantité fait une grande différence dans la valeur, le pesage exact exige des poids et des balances fabriquées avec grand soin. C'est, en particulier, une opération assez délicate que de peser de l'or. À la vérité, pour les métaux grossiers, où une petite erreur serait de peu d'importance, il n'est pas besoin d'une aussi grande attention. Cependant, nous trouverions excessivement incommode qu'un pauvre homme fût obligé de peser un liard chaque fois qu'il a besoin d'acheter ou de vendre pour un liard de marchandises. Mais l'opération de l'essai est encore bien plus longue et bien plus difficile, et à moins de fondre une portion du métal au creuset avec des dissolvants convenables, on ne peut tirer de l'essai que des conclusions fortes et certaines. Pourtant, avant l'institution des pièces monnayées, à moins d'en passer par cette longue et difficile opération,
On se trouvait à tout moment exposé aux fraudes et aux plus grandes friponneries, et on pouvait recevoir en échange de ces marchandises, au lieu d'une livre pesant d'argent fin ou de cuivre pur, une composition falsifiée avec les matières les plus grossières et les plus viles, portant à l'extérieur l'apparence de ces métaux. C'est pour prévenir de tels abus, pour faciliter les échanges et encourager tous les genres de commerce et d'industrie, que les pays qui ont fait quelques progrès considérables vers l'opulence ont trouvé nécessaire de marquer d'une empreinte publique certaines quantités de métaux particuliers dont ils avaient coutume de se servir pour l'achat des denrées. De l'origine de la monnaie frappée et des établissements publics destinés à la fabrication des monnaies, institution qui est précisément de la même nature que les offices des honneurs et marqueurs publics des draps et des toiles. Tous ces offices ont également pour objet d'attester, par le moyen de l'empreinte publique, la qualité uniforme ainsi que la quantité de ces diverses marchandises quand elles sont mises au marché. Il paraît que les premières empreintes publiques qui furent frappées sur les métaux courants eurent, la plupart du temps, d'autres objets que de rectifier ce qui était à la fois le plus difficile à connaître et ce dont il était le plus important de s'assurer, savoir la bonté ou le degré de pureté du métal. Elle devait ressembler à cette marque sterling qu'on imprime aujourd'hui sur la vaisselle et les lingots d'argent, ou à cette empreinte espagnole qui se trouve quelquefois sur les lingots d'or. Ces empreintes, n'étant frappées que sur un côté de la pièce et n'en couvrant pas toute la surface, certifient bien le degré de fin, mais non le poids du métal. Abraham pèse à Ephron les 4 cycles d'argent qu'il était convenu de lui payer pour le champ de Macpéla, quoiqu'il passasse pour la monnaie courante du marchand. Ils étaient reçus néanmoins au poids et non par compte, comme le sont aujourd'hui les lingots d'or et d'argent. On dit que les revenus de nos anciens rois saxons étaient payés non en monnaie, mais en nature, c'est-à-dire en vivres et provisions de toute espèce. Guillaume le Conquérant introduisit la coutume de les payer en monnaie, mais pendant longtemps, cette monnaie fut reçue à l'échiquier au poids et non par compte. La difficulté et l'embarras de peser ces métaux avec exactitude donna lieu à l'institution du coin, dont l'empreinte, couvrant entièrement les 2 côtés de la pièce et quelquefois aussi la tranche, est censée certifier non seulement le titre, mais encore le poids du métal. Alors ces pièces furent compris la peine de les peser. Originairement, les dénominations de ces pièces exprimaient, à ce qu'il me semble, leur poids ou la quantité du métal qu'elles contenaient. Au temps de Servius Tullius, qui le premier fit battre monnaie à Rome, l'as romain ou la livre contenait le poids d'une livre romaine de bon cuivre. Elle était divisée, comme notre livre de Troie, en 12 onces, donc chacune contenait une once véritable de bon cuivre. La livre sterling d'Angleterre, au temps d'Édouard Ier, contenait une livre, poids de la tour, d'argent du titre connu. La livre de la tour
paraît avoir été quelque chose de plus que la livre romaine et quelque chose de moins que la livre de Troie. Ce ne fut qu'à la 18e année du règne d'Henri VIII que cette dernière fut introduite à la monnaie d'Angleterre. La livre de France, au temps de Charlemagne, contenait une livre poids de Troyes en Champagne, était alors fréquentée par toutes les nations de l'Europe et les poids et mesures d'un marché si célèbre étaient connus et évalués par tout le monde. La monnaie d'Écosse, appelée livre depuis le temps d'Alexandre Ier jusqu'à celui de Robert Bruce, contenait une livre d'argent du même poids et du même titre que la livre sterling d'Angleterre. Le penny, dernier d'Angleterre, celui de France et celui d'Écosse contenaient tout de même, dans l'origine, un dernier réel pesant d'argent, c'est-à-dire la 20e partie d'une once. Et c'est à peu près 1,1 gramme. Et la 240e partie d'une livre. Presque 2 grammes, 1,9, 1,8 genre. Le shilling, don't quote me on this, but I'm sure I'm right. Le shilling ou sou semble aussi d'abord avoir été la dénomination d'un poids quand le fondement est à 12 shillings. Le quarter, c'est un ancien statut de Henri III. Alors le pain d'un farthing doit peser 11 shillings, 4 pence. Toutefois, il paraît que le shilling ne garda pas, soit avec le penny d'un côté, soit avec la livre de l'autre, une proportion aussi constante et aussi uniforme que celle que conservèrent entre le penny et la livre sous la première race des rois de France. Le shilling ou sou français paraît en différentes occasions avoir contenu 5, 12, 20 et 40 deniers. Chez les anciens Saxons, on voit le shilling, dans un temps, ne contenir que 5 pence ou deniers, et il n'est pas hors de vraisemblance qu'il aura été aussi variable chez eux que chez leurs voisins les anciens francs. Chez les Français, depuis Charlemagne, et chez les Anglais, depuis Guillaume le Conquérant, la proportion entre la livre, le shilling, le dernier ou penny paraît avoir été uniformément la même qu'à présent, quoique la valeur de chacun est beaucoup variée, car je crois que dans tous les pays du monde, la cupidité et l'injustice des principes et des gouvernements, abusant de la confiance des sujets, ont diminué par degré la quantité réelle de métal qui avait été d'abord contenu dans les monnaies. L'as romain, dans les derniers temps de la République, était réduit à un 24e de sa valeur primitive, et au lieu de peser une livre, il vint à ne plus peser qu'une demi-once. Une livre, 448 grammes, à plus qu'une livre, une demi-once, 14 grammes. Grosse différence, hein? La livre et le penny anglais ne contiennent plus aujourd'hui qu'un tiers environ de leur valeur originaire. La livre et le penny, dernier français, qu'à peu près une 66e, au moyen de ces opérations. Les principes et les gouvernements
qui y ont eu recours se sont, en apparence, mis en état de payer leurs dettes et de remplir leurs engagements avec une quantité d'argent moindre que celle qu'il en aurait fallu sans cela. Mais ce n'était qu'en apparence, car leurs créanciers ont été, dans la réalité, frustrés d'une partie de ce qui leur était dû. Le même privilège se trouva accordé à tous les autres débiteurs dans l'État, et ceux-ci se trouvèrent en état de payer, avec la même somme nominale de cette monnaie nouvelle et dégradée, tout ce qui leur avait été prêté en ancienne monnaie. De telles opérations ont donc toujours été favorables aux débiteurs et ruineuses pour les créanciers. Elles ont quelquefois produit dans les fortunes des particuliers des révolutions plus funestes et plus générales que n'aurait pu faire une très grande calamité publique. C'est de cette manière que la monnaie est devenue, chez tous les peuples civilisés, l'instrument universel du commerce, et que les marchandises de toute espèce se vendent et s'achètent, ou bien s'échangent l'une contre l'autre par son intervention. Les 3 chapitres suivants sont une des parties de l'ouvrage où Adam Smith a montré le plus de sagacité et d'application, mais comme la matière a été étudiée avec soin par tous les économistes postérieurs, son exposition a vieilli. Nous emprunterons que quelques passages à cette partie de son livre. J'ai préféré la manière que je l'ai inventée par accident. Voici en quels termes il définit le point de vue auquel il s'est placé. Il s'agit maintenant d'examiner quelles sont les règles que les hommes observent naturellement en échangeant les marchandises l'une contre l'autre. Les marchandises, pas les hommes, elles, ou contre de l'argent. Tu vois, juste that's all it is. It's something else that's being designated. And La Fontaine didn't seem like he did his proper grammar analysis. Like me, we'd be good friends. Just add adjective on top of adjective and create a huge compound function when you're trying to sublate something massively and you just add Let me see. Anyways, actually, add. Voilà. Ici. Il s'agit maintenant d'examiner quelles sont les règles que les hommes observent naturellement en échangeant les marchandises l'une contre l'autre ou contre de l'argent. Ces règles déterminent ce qu'on peut appeler la valeur relative d'échange des marchandises. Il faut observer que le mot « valeur » a 2 significations différentes. Quelquefois, il signifie l'utilité d'un objet particulier et quelquefois signifie la faculté que donne la possession, c'est pas un point, de cet objet d'en acheter d'autres marchandises. On peut appeler l'une valeur en usage et l'autre valeur en échange. Des choses qui ont la plus grande valeur en usage n'ont souvent que peu au point de valeur en échange, et au contraire, celles qui ont la plus grande valeur en échange n'ont souvent que peu au point de valeur en usage. Il n'y a rien de plus utile que l'eau, mais elle ne peut presque rien acheter. À peine y a-t-il moyen de rien avoir en échange. Un diamant, au contraire, n'a presque aucune valeur quant à l'usage, mais on trouvera fréquemment à l'échanger contre une très grande quantité d'autres marchandises.
pour éclaircir les principes qui déterminent la valeur en échange des marchandises, je tâcherai d'établir, premièrement, quelle est la véritable mesure de cette valeur en échange ou en quoi consiste le prix réel des marchandises. Secondement, quelles sont les différentes parties intégrantes qui composent ce prix réel? Troisièmement, enfin, quelles sont les différentes circonstances qui tantôt élèvent quelqu'une ou la totalité de ces différentes parties du prix au-dessus de leur taux naturel ou ordinaire, et tantôt les abaissent au-dessous de ce taux? Ou bien quelles sont les causes qui empêchent que le prix de marché, c'est-à-dire le prix actuel des marchandises, ne coïncide exactement avec ce qu'on peut appeler leur prix naturel? Je tâcherai de traiter ces 3 points avec toute l'étendue et la clarté possible dans les 3 chapitres suivants, pour lesquels je demande bien instamment la patience et l'attention du lecteur, sa patience pour me suivre dans des détails qui, en quelque endroit, lui paraîtront peut-être ennuyeux, et son attention pour comprendre, il aurait pu développer, pour comprendre ce qui semblera peut-être encore quelque peu obscur, malgré tous les efforts, my stubborn like me doesn't want, believe me or don't, you're probably les efforts que je ferai pour être intelligible. Je courrais volontiers le risque d'être trop long pour chercher à me rendre clair, et après que j'aurais prise tout... Après que... Oh... Yoï, je me sens tellement visé, là. Franchement. Et après que j'aurais pris toute la peine dont je suis capable pour répandre de la clarté sur un sujet qui, par sa nature, est aussi abstrait, je ne serai pas encore sûr qu'il n'y reste quelque obscurité.